bienvenue le chat. Salut. Salut les gens, comment ça va cette caméra-là? Oui, comment ça va les gens? Bienvenue, c'est le retour de Gros Cerveau. C'est le retour des émissions en plateau. On va parler de trucs un petit peu sérieux sur des sujets où parfois ça s'enflamme. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, le sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de fierté en banlieue. Est-ce que c'est un mariage impossible? On va parler de la Pride des banlieues, on va parler de toutes les questions notamment liées aux spécificités de l'homosexualité slash la visibilité dans les quartiers populaires en règle générale. Et aussi, bon, parce qu'il y a eu quelques débats là-dessus pendant l'été. Je suis ravi de t'accueillir. Je te laisse te présenter tranquille. Bonjour, hein, bonjour le chat, hein. Moi c'est Yanis, je suis porte-parole de la Pride des banlieues. Et c'est vrai qu'il y a eu, on a pas mal parlé de nous ces derniers temps. Du coup, nous on a un peu dit ouais on parle de nous, on aimerait bien être là. Et merci pour l'invitation. Ça va nous permettre aussi de clarifier un peu tout ça. Et j'espère que ça sera constructif. Ouais, de fou. Et de toute façon, voilà, le chat, tu l'as là, hein, tu peux oui, c'est ça, le Oui. gay summer continue, les Le gens, gay hein. summer continue, Techniquement, septembre, effectivement. c'est encore l'été, voilà. Voilà, Je sais que exactement. ça se voit pas, mais voilà. En vrai, on peut un peu, on peut rentrer déjà dans le vif du Moi, je te sujet un suis, petit peu, moi, je genre, suis là pour en continuer backup. sur le fil des présentations un peu, genre, c'est quoi un peu l'histoire de la Pride des banlieues? Genre, comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire une Quelle idée saugrenue. quelle idée saugrenue! Enfin voilà, c'est venu d'où un petit peu tout ça, c'est 2019, c'est ça la première? La première, c'est en 2019, effectivement. Alors, ça, c'est intéressant. En plus, je crois que dans votre réac, vous avez évoqué le terme Saint-Denis au cœur, ce que tout le monde ne connaît pas. Oui. Mais effectivement, à la base, Saint-Denis au cœur, c'était une association qui avait, en fait, pour ambition, en fait, la base de Saint-Denis au cœur, c'est une question de comment on articule la politique en partant du secteur associatif. C'est-à-dire que ce qu'on a observé, on était des militants on va dire un peu de la militance universitaire, etc. On voyait qu'en fait on avait une impossibilité de toucher les habitants de quartiers populaires dans lesquels on habitait à travers en fait cette esthétique-là, à travers ces moyens-là. Et en parallèle, on avait aussi des expériences associatives dans les trucs type Croix-Rouge, etc. Un peu plus balourd, mais qui avaient en fait la capacité de mobiliser en fait des publics populaires racisés qui étaient intéressantes. Et en fait, on a voulu un petit peu faire la jonction entre tout ça, et c'est de là qu'a été créé Saint-Denis au cœur. On était une petite dizaine. La première action qu'on a faite, c'était autour des violences policières. C'était suite à l'agression sexuelle de Théo, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017. Et en fait, on avait fait une action autour de ça. Et après, on a commencé à essayer de tester plein de choses. Tester plein de choses, plein d'actions, d'aides directes, etc. Et on articulait ça toujours à une question politique. Et c'est avéré qu'il y avait pas mal de personnes queer, hein, dans l'assaut. Et c'est vrai Comment que... ça, les personnes queer sont nombreuses dans le militantisme? Mais non. Oui, c'est vrai qu'il y a ouais, pas toujours visible, pas toujours... on en parlera d'ailleurs de la Toujours là. visibilité, mais toujours là. Et, mais oui, mais du coup, c'est vrai qu'à partir de là, pas mal de personnes queer, et surtout ce discours médiatique sur les quartiers populaires qui était hyper présent, qui était complètement hégémonique. Et en fait, à peu près tous les 6 mois, tu avais un reportage sur une personne LGBT qui disait qu'elle avait vécu l'enfer en quartier populaire. Et ça permet de dire que les Noirs et les Arabes, en gros, étaient homophobes. Avec un traitement médiatique aussi qui est beaucoup drivé par les faits divers et du coup, dès qu'on en parle, on en parle au travers d'un tabassage, d'un meurtre, et cetera. Donc ça crée aussi, enfin ça colore médiatiquement le sujet homosexuel de quartier populaire. Complètement, complètement. Et ça n'a pas été, d'ailleurs, c'est un discours médiatique, hein, mais qui a été aussi porté par des livres. Je pense par exemple au livre de Franck Chaumont, Homo Ghetto, ou Un ghetto dans la cité de Brahim Nightbalk, voilà, donc des maisons d'édition, mais aussi des associations centrales dont on pourra parler, qui ont un peu évolué d'ailleurs sur le sujet, et c'est tant mieux, mais par exemple comme SOS Homophobie, qui avait un groupe qui s'appelait Parle de l'Alpérif, et qui Ils sont toujours qui a- dans les qui a bons porté coups aussi- SOS homophobie, mais ils aiment Ils ont trop. fait leur vaccin avant? On est pas sûr. Bref. Bon, Oui. bon, Il y avait aussi Stop Homophobie qui s'était créé Stop Homophobie, ouais. spécifiquement sur le sujet. Ouais, carrément, Stop Homophobie qui était un peu... Qui grandissait pendant que Ouais. quand nous, on a commencé à organiser la première Pride des banlieues, Pareil, et qui évoluait. qui ont instrumentalisé un jeune qui, par ailleurs, a une vie que j'aurais pas aimé avoir, hein. Je veux dire, en gros, c'est pas pour nier aussi les violences qu'il a pu vivre, mais il l'instrumentalisait pour porter aussi ce discours-là. Voilà, ceux qui savent, mais voilà, et aussi...
l'amicale du refuge, hein, qui avait beaucoup ce discours-là. Mm. Bon, il y avait un peu ce discours qui était présent partout. Nous, on s'est dit, comment on peut porter justement un discours sur les quartiers populaires en prenant en compte vraiment la réalité du terrain, et au-delà de prendre la réalité du terrain, qu'on puisse vraiment améliorer les conditions de vie justement des LGBT de quartiers populaires. Et ben en fait déjà il fallait prendre le sujet en entier en fait, c'est-à-dire que quand on est LGBT de quartier populaire, en fait certes on peut être homosexuel, on peut être trans, etc. Mais on n'est pas que ça, en fait. On est aussi souvent racisé, on est précaire, clairement des classes laborieuses. Et du coup, il fallait penser les choses en prenant tout ça en compte. D'autant plus que ce discours-là médiatique dont on parlait, il servait à quelque chose, il a toujours servi à quelque chose, c'est-à-dire à renforcer les dispositifs sécuritaires qui détériore la vie des habitants de quartiers populaires, mais dont font partie les LGBT de quartiers populaires. C'est-à-dire que les keufs, quand ils te croisent dans la rue, ils se disent pas, en fait, ils baisent avec des mecs le soir. En fait. Ils se disent pas ça. Et par ailleurs, quand tu mets ton CV, il baise avec des mecs le soir, il a pas moins envie de te tabasser. Mais c'est ça, il ne voit pas comme une victime à protéger, qui est parfois sous-entendu. Exactement, par des gens. absolument pas. Et donc nous l'idée, c'était donc de critiquer ce discours-là. Et en même temps pouvoir amener les revendications qui nous paraissaient les plus importantes, donc à savoir des revendications. En fait, nous, on disait beaucoup à l'absence de conditions à la dignité, mais en fait, déjà une aspiration socialiste, bien sûr, parce que c'est le socialisme qui pourra répondre aux enjeux. Pour nous, hein, aussi bien de classe, de race et de sexe, mais en même temps, amener des discours de quartier populaire et des revendications de quartier populaire, notamment des revendications autour du logement. La Pride de 2022, elle était notamment autour de cette question. Plus personne à la rue. En gros, on voulait la création d'hébergements d'urgence et l'accès au logement pour toutes les personnes à la rue, qui sont des revendications où on peut toujours articuler les enjeux LGBT, parce qu'il y a des prévalences aussi sur ces questions-là, où en fait, on peut se faire virer de chez soi parce qu'on est queer, etc. Et donc, ça amène aussi des réalités où on peut être précarisé du fait d'être queer. Et dans un second temps, aussi les questions de santé. Enfin voilà, on a amené pas mal de sujets aussi sur la table, et c'est ça une question d'accès au droit. Parce que tu parles beaucoup directement. Après, tu me dis si tu veux parler là-dessus tout de suite, mais là, tu parles beaucoup d'accès à des droits et de revendication d'accès à des droits, là où vous êtes beaucoup présenté, que ça soit pour vous défendre ou vous attaquer, sur la question de la visibilité beaucoup plus. Et c'est marrant parce que toi, tout de suite, tu nous parles beaucoup plus de droits. De politique, tu as dit socialisme, et ça, même tu as parlé ça s'est fondé sur la question de Théo, des violences policières, etc. Donc presque, tu vois, il y a un décalage tout de suite entre une image que peuvent avoir certaines personnes de vous sur un truc, on va dire un mode d'expression un mode classique, politique de l'identité un peu libérale, we're here, we're queer, et puis voilà quoi, genre même avec beaucoup qui se croisent avec beaucoup de critiques sur l'injonction au coming out, etc. Enfin, il peut y avoir cette perception-là, mais en fait, je pense que vous devez hériter des dispositifs de Pride et comment ils sont légitimés au cours des années 2000 au travers justement de ce lissage un peu libéral, quoi. Ouais, complètement. Mais aussi, quand on choisit le format Pride, on le fait en conscience. Ouais. C'est-à-dire qu'on le fait en conscience des intérêts que ça a, mais aussi des limites que ça peut avoir. Donc, les intérêts, ils étaient simples. Et qu'on se le dise. Oui, d'ailleurs, le choix du format Pride, c'était une évidence dès le début ou vous avez un peu tâtonné Ça a été une discussion. Okay. Ça a été une discussion parce que, en fait, il y avait cette question de. En fait, il y avait aussi des gens qui partaient de loin, aussi, il faut le dire. Et aussi. Prendre l'histoire de la Pride, prendre l'histoire justement de la visibilité, c'est des choix qui sont qu'il ne faut pas prendre à la légère, d'autant plus avec le discours qu'on porte. Et justement, je vais parler des contradictions qu'il peut y avoir, mais qui sont loin d'être insurmontables. Enfin, on aime bien les contradictions à gauche, au contraire. Bah oui. mais pourquoi Pride ? Parce que déjà, la première chose, c'est que les gens savent ce que c'est une Pride. Ouais. Voilà. Donc en fait, on sait qu'en faisant une Pride, on va être identifié comme LGBT, quoi. Et si on avait fait tout autre mouvement, en fait, ça n'aurait pas été compris comme ça. Et donc quand on fait une Pride dans l'enfer gay que décrivaient les médias, on sait qu'il va y avoir une séquence derrière et qu'on pourra justement de développer notre discours. Donc là, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pour le public. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait une marche contre les discriminations, en prenant en compte la question de l'homophobie, de la transphobie, etc., eh bien,
ça n'aurait pas eu le même impact. En fait. Ça n'aurait pas mobilisé des gens qui s'identifient justement autour du mode d'action Pride. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des critiques à effectuer sur l'histoire en fait, des Pride et la manière dont c'est fait, ce que ça a apporté. Et très clairement, la question de la visibilité que vous pointez, nous, et ça parle aussi des habitants de quartier populaire, parce que en fait, la norme de visibilité qui est en fait issue des années 60, où en fait il va y avoir une évolution où en fait la cohérence entre sa vie privée et sa vie publique, elle va devenir la norme. Pour tout le monde en fait, et qui va être beaucoup repris comme un des éléments essentiels des manifestations LGBT. Eh ben nous, on la remet en cause. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que dans les quartiers populaires, et notamment dans les cités d'habitat social, il y a beaucoup de personnes qui sont homosexuelles, qui sont lesbiennes, gays, etc. Et qui nous expliquent, quand on discute avec eux, que en fait, être visible, c'est pas forcément ce qu'elles ont envie de faire. Et de manière générale, le fait de parler de sexualité, que ce soit d'ailleurs d'homosexualité ou de sexualité tout court, enfin de sexualité hétérosexuelle, c'est un sujet qui ne va pas forcément être abordé. On peut l'expliquer. Il y a des théories qui permettent d'expliquer ça, parce qu'on est aussi dans des espaces où il y a une pénurie de ressources. Et en fait, la famille, l'espace familial, en fait, c'est un espace qui nous permet d'accéder à des ressources qui sont précieuses. Et en fait, parler de sexualité, ça peut risquer de créer du conflit. Et créer du conflit dans ces espaces, ça veut dire risquer potentiellement sa chambre, ça veut dire risquer... Et en fait, il n'y a pas une chambre d'amis chez le copain à côté. Et donc, du coup, nous, on peut l'expliquer comme ça. Il y a d'autres manières d'expliquer. Mais bon, bref. Et nous, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est qu'il y a cette norme de visibilité qui ne nous correspond pas. Pour autant, on avait un discours à déployer. Et si on ne fait pas de manifestation, ce discours, il n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est que tu ne peux pas être visible si déjà le fait de dire quelque chose, c'est se rendre visible quoi qu'il arrive. Et même la question de l'incarnation se pose. Et c'est marrant parce que la Pride des banlieues arrive à un moment aussi de la critique vis-à-vis de la Pride parisienne centralisée de l'inter-LGBT, où il y avait eu des tentatives, par exemple, de Pride de nuit. Ensuite, il y a eu l'organisation de la Pride radicale. C'était avant ou après ? C'était après la Pride des banlieues. Mais il y a eu... Mais c'était vraiment un moment de critique et de tentative de résoudre en fait dans un autre format qui puisse prendre en compte toutes les critiques en fait qui avaient été portées à la Pride de Paris. Et parfois des gens qui étaient en mode c'est complémentaire, d'autres qui étaient en mode non, c'est notre version qui est mieux, tu vois, mais un peu un moment de bon, ok, il y a un problème dans la façon dont les politiques de visibilité et de représentation sont pensées et sont faites, notamment autour de la centralisation de Paris. Et on va faire ça différemment, on va penser ça pour d'autres publics, d'autres réalités, etc. Donc pour moi, en fait, vous étiez aussi dans cette émergence-là de questionnement et de critique, en fait. Ouais, complètement. Après, pour répondre à ça, moi, la Pride de Paris, je la critique, il n'y a pas de souci. Pour autant, ça mobilise, je crois que c'est en termes de mobilisation, c'est colossal. Il me semble qu'on parle en millions de personnes. Hein. C'est plus d'1 million de personnes tous les ans dans les rues. Il faut voir, quand on est un militant, on se dit 1 million de personnes dans les rues, il manque 1 million et on prend l'Élysée. Mais c'est exactement le sentiment à chaque Pride. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, surtout cette année. Bon, on en reparlera du transformation, là. On en reparlera après. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça fait envie, quoi. Ouais, ça fait envie. Et pour autant, c'est vrai que je pense que si si on met la substance politique où on parle de questions de classe, on parle d'organisation de la société de manière un peu plus concrète à la Pride de Paris, je pense qu'on perdra des gens. Oui. Mais pour autant, je pense qu'on aura beaucoup plus de gens qu'à la Pride des banlieues. Et donc, nous aussi, on vient dans un espace périphérique, avec les Pride radicales, Pride de nuit, etc., où par contre, on les force à se positionner. Ouais. Et en fait, on voit que le discours de la Pride de l'Inter évolue en fait depuis ces Prides. Ouais. Avant, on n'aurait pas pu penser une Pride qui lutte contre le fascisme en fait. Et ça, moi, j'en suis très content. Bon, ils se sont pris leur sauce. Et d'ailleurs, mais moi, je suis content de leur courage. Ouais, voilà, je les encourage à aller dans ce sens-là. Et tu penses que vous avez eu un rôle là-dedans ? J'en suis convaincu. Ouais. J'en suis convaincu parce qu'ils le disent en fait. Déjà, ils font une Pride à Pantin 2 ans après, 1 an après la Pride des banlieues, qui vient en réaction à la Pride des banlieues, tout concrètement. Ils se sont rappelés que les banlieues existaient. Ah mais c'est vrai qu'il y a d'autres villes en dehors de Paris. Ouais. Après, on discute avec eux aussi. Enfin, c'est des gens, c'est des milieux militants. Oui, il y a aussi une évolution au niveau de la direction de l'Inter qui fait que aussi c'est plus pratique de
C'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est aussi que ces critiques ont été aussi absorbées d'une certaine façon. Après, je sais que l'intérêt LGBT, quand j'y étais pour des responsabilités politiques et que je représentais un certain parti politique, il y avait aussi cette espèce d'équation quasiment impossible de réunir les clubs de sport LGBT et les partis politiques. Ouais. Et tu avais ce truc-là où... le syndicat des entrepreneurs LGBT du Marais, et où en fait ça faisait que très souvent tu avais ce tiraillement qui était en permanence. Moi je me rappelle de réunions où c'est le compte rendu de la commission people of color, parce que cette époque forcément c'était pas hein, où ça vraiment s'écharpait premier degré sur non mais on est universaliste, faudrait pas, tu vois, genre on partait assez de loin. Et quoi, tu n'es pas universaliste, Cassandre? Bravo. D'une certaine façon je le suis, mais je considère l'homosexualité comme universelle, donc non mais il y a eu un truc, il y a un changement, parce qu'en fait vous faites partie d'un moment de restructuration et de la question du discours politique et de radicalisation, on va dire, du mouvement LGBT. Où dans le mouvement LGBT mainstream, on était en mode on sert à quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire, même du côté des gays, c'était en mode bon, c'est bon, on a eu le mariage, c'est fini. Les lesbiennes qui étaient en mode quand même, peut-être pas, mais en fait, t'avais tout ce truc où c'était un peu, t'avais l'impression qu'une partie du mouvement continuait de courir comme un poulet sans tête, sans vraiment savoir où aller, comment faire, comment penser stratégiquement, avec quand même une majorité de gays qui, eux, considéraient que tout était fini et que maintenant, il fallait juste plus de répression policière, et une autre partie qui était en mode bon, mais c'est peut-être notre tour maintenant qu'on a eu vos trucs à vous. Enfin, tu sais, c'était vraiment un moment de vie, d'être creux et de dans quelle direction on va, quoi. Ouais, complètement. Et c'est en fait l'aboutissement de l'homonationalisme, en fait. C'est l'intégration du sujet LGBT normé, en tout cas du sujet gay et lesbien normé dans la nation, avec le mariage qui vient en point d'orgue en fait de tout ça. Mais du coup, très bien, en fait, parce que du coup, si ça permet justement de faire réémerger des formes de... Parce que c'est ça, l'histoire du mouvement LGBT, c'est pas que ça. Il y a toujours eu des franges, le phare, les Gouines Rouges, enfin, il y a toujours eu des franges qui ont toujours pensé la question de l'organisation de la société et du capitalisme. Et donc, ça nous permet de... Si ça crée une fenêtre pour pouvoir aussi remettre ces sujets au centre de LGBT-phobie, enfin de la lutte contre la LGBT-phobie, et ben c'est très bien parce que, et ça c'est important de le dire, l'organisation de la société binaire, femmes-hommes, qui est consacrée aussi par l'exclusion des sujets LGBT, c'est le capitalisme. Je veux dire, il faut aussi voir comment le rôle de reproduction des femmes qui s'est construit au 19e siècle, eh bien, c'est du matérialisme un peu classique, quoi. Ouais. C'est les conditions matérielles qui déterminent la manière de penser des gens. Et l'homophobie s'en découle. Parce qu'il faut des femmes à échelle de la nation, mais aussi à échelle globale, parce que ces femmes-là, elles coûtent pas cher parce qu'en fait, elles font pas du travail productif, ou elles coûtent rien parce qu'elles sont dans le foyer, et ça permet de faire tourner la machine. Voilà. Donc moi, ce que je me dis, c'est que on n'aura pas fini la lutte contre les LGBT-phobies tant que on n'aura pas mis fin à cette organisation de la société. Oui, c'est ça, c'est que presque, tu sais, t'avais cette contradiction qu'il y avait, typiquement entre le phare et Arcadie, entre intégrer la société ou désintégrer la société. Voilà. Et en fait, quelque part, le mouvement d'intégration ayant abouti au mariage, la désintégration reprend du poil de la bête en mode bon, il y a encore un truc à faire, tu vois. Donc il y a aussi en fait, c'est deux pôles entre lesquels le mouvement LGBT a toujours gravité. Et en fait, c'est aussi logique que ce moment de contestation et de remise en question aussi de la façon dont ça a été fait depuis au moins les années 90 ait émergé à ce moment-là, quoi. Complètement. Ouais. Et tu penses que sur la question de l'organisation de la Pride des banlieues, qui de loin peut paraître une question, donc je disais beaucoup plus de visibilité, est-ce que vous avez réussi ce que tu dis là, les mots d'ordre sur la question du capitalisme social, etc. Est-ce que ça a réussi à émerger? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à imprimer dans l'organisation, dans les mobilisations, ces mots d'ordre-là ou pas? Ou même les gens qui viennent sur place, est-ce que les gens sont politisés? Est-ce qu'ils repartent plus politisés? Après, c'est peut-être difficile d'avoir un retour sur ça. C'est un peu du pifomètre, mais est-ce que vous avez un peu une idée de... Ouais, c'est sûr que c'est difficile à évaluer. Après, moi, ce que je vois déjà, c'est que
il y avait quand même un premier sujet de la Pride des banlieues qui prend beaucoup de place parce que c'est aussi beaucoup à ça qu'on nous renvoie, qui était cette question effectivement du discours sur les LGBT de quartier populaire. Déjà ne serait-ce que l'existence de ce sujet incongru qui faisait la majorité du discours médiatique. Voilà, exactement. Et ben du coup, sur cette question, moi je sais qu'on nous a beaucoup, en fait il y a beaucoup de gens qui ont, notamment Valeurs Actuelles, etc., qui sont allés chercher la merde en fait dans nos cortèges. Et moi j'étais surpris par la qualité des réponses. Les gens en fait leur laissaient rien en fait. Et donc, ça veut dire que ce qu'on dit, en fait, les gens qui marchent, ils écoutent un peu. Après, je peux pas te dire que tout le monde dans la Pride des banlieues est ressorti plus anticapitaliste qu'avant d'y être arrivé. Mais en tout cas, les slogans qui sont chantés dans les cortèges parlent de ça. Donc nous, ce qu'on reçoit aussi de la masse, c'est aussi une énergie qui va dans ce sens-là et qui recherche ça. Et de toute façon, moi, je pense que les gens ne viennent pas uniquement parce que c'est une Pride. Les gens viennent aussi pour nos discours. Ouais. Et par exemple, l'amicale du refuge dont on parlait, ils avaient essayé de faire des manifestations avec cette vision très très instrumentalisation des LGBT-phobies de quartier à des fins racistes. Ils ont fait ça. Et en fait, il y avait 7 personnes qui venaient. C'était quoi? C'était des rassemblements? C'était un rassemblement à Gennevilliers, qui était organisé notamment à l'initiative de Lies Alouane. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Lies Alouane, voilà, qui était un peu cette figure de proue qui a été passée sur France 2, du gay martyrisé, voilà, qui était très utile. Et il y avait 7 personnes de présentes. 7 personnes de présentes. Alors, je veux bien me vanter et dire qu'on est des meilleurs organisateurs, mais non, mais mon expérience d'organisateur me dit que si ce que tu fais, les gens veulent pas venir, ils vont pas venir. C'est aussi que les gens qui ont envie de se mobiliser veulent le faire pour d'autres raisons que ce genre de discours homonationaliste, quoi. Ouais. Et que ce discours homonationaliste, mais aussi pour les revendications qu'on porte. Je pense que et d'ailleurs, j'ai vu qu'on nous critique souvent sur cette question de la PMA, parce qu'en 2023, la revendication de la Pride, c'était autour de la PMA. Mais du coup, ça va me permettre de clarifier cette question. Parce que c'était, pour clarifier, c'est le moment où la loi bioéthique était en train de passer à l'Assemblée nationale. Elle était déjà passée. Elle était déjà passée. Ah oui. Elle était déjà passée. Oui, c'était pour ça que c'était bizarre. Oui, ok, oui. En gros, la loi était passée. Donc, en gros, la PMA était ouverte aux couples de femmes. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a vu, c'était que d'une part, il y avait, en fait, malgré le fait que ça a été autorisé dans la loi, il y avait des discriminations dans l'accès à cette PMA. Notamment les personnes racisées, les femmes racisées, les femmes noires notamment, avaient des délais d'attente qui pouvaient aller jusqu'à 10 ans quand une femme blanche elle avait 1 ou 2 ans d'attente. Parce qu'il n'y avait pas d'appariement des gamètes. En gros, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas au niveau des gamètes, il y a une pénurie de gamètes noires. Parce qu'en fait, les campagnes de dons se font systématiquement à destination de populations blanches. Du coup, quand les personnes noires arrivent en mode « Coucou, j'aimerais bien faire une PMA », « Ah, mais on n'en a pas assez, donc il faut attendre plus longtemps. » Et en fait, ce problème d'appariement des gamètes était arrivé, je me rappelle, pendant la loi bioéthique, ça avait fait débat, en mode « Non, mais on est universaliste. Est-ce que les Noirs ont vraiment besoin d'enfants noirs ?» Enfin, c'était un peu à ce niveau-là, tu vois, alors que bon, pour les Blancs, on se pose pas la question. Et ça fait partie, en effet, des points d'ombre qui ont été laissés... c'était globalement le gouvernement qui était en mode bon, on laissera les agences de santé faire les campagnes de dons. Et puis on laissera le truc. Du coup, le discours, quand vous arrivez pour en parler, les gens en mode mais il n'y a plus rien à voir, ça y est, c'est fait. Pourquoi vous nous faites chier avec ça, quoi, un peu, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit là dans la séquence un peu débat Twitter, mais sur le moment, c'était assez clair, comme on le disait. Donc, nous, ce qu'on pointait du doigt, c'était d'une part, en fait, le racisme d'État dans l'accès à la PMA, et dans un second temps, il y avait aussi la question les hommes trans étaient aussi exclus. Trans et non-binaires. Toutes les personnes trans, en fait. Trans non-binaires étaient exclues. Interdiction de réutilisation des gamètes, et pour les hommes trans, on ne pouvait pas établir, on ne peut toujours pas établir la filiation sans passer par un tribunal. Voilà. Et donc, nous, c'était ça qu'on venait pointer. Donc, la transphobie d'État et le racisme d'État. Et c'était aussi pourquoi on a choisi cette revendication, parce que la PMA, c'est peut-être pas la première revendication des quartiers populaires, bien que ça dépasse aussi la question LGBT, la PMA, et notamment le racisme dans l'accès à la PMA, parce qu'il y a plein de gens qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Ça représente à peu près 10% de la population, donc c'est quand même un sujet qui existe. Mais qui avait fait son petit chemin, notamment dans les milieux afro-femme. Et en fait, cette revendication, et nous, on s'est dit qu'on avait aussi plus de mal avant à toucher aussi des femmes noires dans la Pride des banlieues. On s'est dit cette revendication, elle peut être intéressante pour mobiliser ce public-là. Et on s'est rendu compte qu'à la Pride des banlieues, il y avait plus de femmes noires en 2023 et que dans le mouvement, après cette Pride-là, il y a des femmes noires qui nous ont rejoints. Donc c'est une revendication qui était
circonstancié qui n'était pas complètement en mode on demandait pas l'ouverture de la PMA pour tous de la même manière que le faisait peut-être la Pride de l'Inter 2 ans avant. En fait. C'était pas exactement la même chose. On parlait de racisme, on parlait de transphobie, on essayait de mobiliser des publics qui pouvaient être attirés par la Pride des banlieues. Mais c'est vrai que parce que ça interroge un truc, c'est que du coup, quand vous mettez en avant des mots d'ordre, vous vous retrouvez tributaire de la façon dont ces mots d'ordre ont peut-être été écrits de la même façon, mais avec d'autres contenus, par l'Inter, par d'autres associations, etc. En fait, vous retrouvez un peu... Moi, j'ai l'impression qu'il y a le reproche un peu, mais on le fait déjà, quoi. C'est comme si, pourquoi est-ce que vous venez sur nos plates-bandes de l'historique inter-LGBT on l'a déjà fait, vous n'êtes pas si différents, en fait, un truc un peu... toujours un questionnement en utilité, en légitimité. Et puis même, je pense que ça fait chez les gens qui sont politisés une impression comment dire, pas de redondance, mais presque de concurrence qui sert à rien, parce que ça va, ils disent la même chose, alors que si tu comprends les réalités, tu es en mode non, en fait, ça ne veut pas dire la même chose quand tu dis ça quand t'es l'Inter que quand t'es près des banlieues, quoi. Oui, complètement, et surtout que même dans le contenu, c'est pas exactement la même chose, comme on disait, sur quoi on met la focale. Voilà, après ça c'était une petite clarification parce que j'ai vu que c'était revenu plusieurs fois et que du coup ça m'a agacé. C'est marrant que je suis étonné premier degré que ça ait reproché le truc sur la PMA. Et sur comment ça ? Parce qu'ils étaient en mode vous avez tellement rien à revendiquer, vous revendiquez un truc qui est déjà voté, quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'était c'est la même chose que l'Inter aussi. C'est en fait. Oui, voilà, donc vous voulez faire. Et vous faites comme l'Inter, mais en fait vous colonisez les banlieues avec les mots d'ordre de l'Inter, quoi. Oui, d'accord. C'est un peu. Ok, c'était le fameux reproche. On va en parler. Après, justement, je pense qu'on peut arriver à là parce que du coup, ça pose la question des spécificités en fait des réalités LGBT en banlieue. Et souvent un truc parce qu'encore une fois, comme tu le dis, comme tout le discours médiatique a tendance à se centrer sur alors, est-ce qu'il y a de l'homophobie en banlieue ou pas ? Est-ce que c'est plus qu'ailleurs, etc. On a tendance à oublier en fait et à passer sous le tapis ce qu'on pourrait après c'est un débat, est-ce qu'on veut vraiment que la société hétéro comprenne tout, mais ce qu'on pourrait apprendre, et moi c'est un exemple que j'ai ultra récemment avec le quadruple homicide à Choisy-le-Roi, où genre il y a de tous les articles que j'ai vus, il y a que l'UMA qui mentionne le fait que c'est un lieu de cruising par exemple, et genre des trucs où si tu ne mentionnes pas ces choses-là, c'est juste il y a un meurtre parmi les marginaux et en plus ils sont un peu homo-berk, tu vois, alors que il y a un enjeu aussi à faire comprendre et aussi dans quelle mesure il y a un enjeu à faire comprendre les réalités des banlieues. Enfin bref, c'est un peu une question en 36 000 tiroirs. Mais non, mais déjà, en tant que militant qui parle de ces sujets, il y a un intérêt à comprendre. Parce que déjà, si on ne comprend pas de quoi on parle, on va se tromper. Pour le public et donc, du coup, pour parler de ça, l'idée, de toute façon, nous, ça n'a jamais été la question de est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a moins. En fait, c'est pas très intéressant comme question. On est dans une société qui est patriarcale, on est dans une société qui est LGBT-phobe. Il n'y a pas de souci avec ça. Et que ce soit dans différents espaces, par contre, ça prend des formes qui sont différentes. Ça prend des formes qui sont différentes parce qu'il y a des spécificités des territoires, il y a des spécificités sociales. Nous, j'ai un peu parlé de comment il y avait toute une partie des personnes homosexuelles n'aspirent pas forcément à la visibilité, ce qui est une spécificité des quartiers populaires. Par ailleurs, il y a aussi dans des constructions de masculinité, des fois un recours à l'homophobie pour aussi créer des formes de capitaux, le capital guerrier notamment, dont Thomas Sauvadet parle un peu. Après, il y a aussi la question de l'islam aussi, qui va aussi parfois être mobilisé pour justifier pour donner un argument d'autorité. des formes d'homophobie. Par ailleurs, je me permets aussi de nuancer cette question parce que l'islam parfois va être utilisé à l'inverse pour justifier de l'ouverture envers la tolérance envers les personnes. Il y avait des discours, je me rappelle, c'était Iqiyoussen qui avait un peu le discours vivre et laisser vivre. Bon, c'était un peu thérapie de conversion borderline, mais c'était un peu ce truc de oui, bon, t'es pas moins musulman si t'es homo que si tu bois et que si tu trompes ta femme. Tu vois. Le discours est multidimensionnel comme dans parce que tu vois, sur la question de la discrétion, enfin, moi, tu peux le plaquer sur les campagnes sur plein de points, tu vois. L'injonction à la discrétion, la distinction grâce à la discrétion par rapport, tu vois, genre il y a un truc comme si, c'est quand même un lieu commun que tu pourrais retrouver, même si je pense qu'il est particulièrement fort en banlieue, tu vois, mais il n'y a pas
n'y a pas forcément un truc si unique et inédit. Voilà quoi. Mais c'est vrai que va pas y avoir des articles sensationnalistes qui traitent la question de l'homosexualité uniquement au travers de... Enfin, par exemple, en ruralité, il n'y a pas une telle focale sensationnaliste. Enfin, comment dire, la différence avec les banlieues, c'est qu'elles sont investies par l'État comme espace de sécurisation de la société, en fait. Donc c'est aussi à partir de ça que vous vous mobilisez, en fait, et à partir de ça que vous réfléchissez à la mobilisation. Ouais, complètement, c'est sûr. On va pas parler de l'homophobie des campagnards pour justifier qu'il y ait plus de police dans les quartiers populaires ou même dans les campagnes. En fait. Ouais, Parce que c'est en fait le sujet l'ennemi intérieur, c'est pas le campagnard. Au contraire, c'est le sujet à valoriser. Le petit, voilà. Mais qu'on se dit, je ne sais pas si je l'avais précisé, hein, même les personnes qui ne sont pas forcément visibles, ça ne veut pas dire que le fait de sortir de cette visibilité impliquerait forcément... déjà, ça ne veut pas dire que les gens ne le savent pas autour d'eux. Il y a des formes d'acceptation qui sont plus tacites. En fait, c'est-à-dire que bon, tu es en coloc avec ta meuf, tu as 40 ans, bon... Oui. Tout le monde le sait, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où. We are just roommates. Non, mais oui. Mais c'est vrai que la peur, c'est d'en parler. Hein. Je pense que ça, c'est un premier sujet. Mais il y a aussi, et c'est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a différentes franges en fait dans les LGBT de quartier populaire. Il y a ce sujet-là, mais il y en a d'autres. Et la Pride des banlieues mobilise du monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 000 personnes qui viennent chaque année dans les quartiers populaires. Il n'y a pas beaucoup de mobilisations qui font mieux. Et d'ailleurs, moi, j'en vois pas en fait de manière aussi régulière. Alors, si effectivement, suite à des violences policières, donc sous le format émeute ou même sous le format manifestation, ça va mobiliser plus en général. Mais à part ça, même les manifs après, oui, on va vous répondre que de toute façon, elles sont réprimées et que ils n'ont pas le droit, alors que vous avez le droit de manifester et tout. Enfin, un peu ce truc ça, qu'il y avait dans le débat de. Oui, mais de toute façon, les autres, ils mobilisent pas autant de monde parce qu'ils sont réprimés, mais s'ils n'étaient pas réprimés, promis, ils mobiliseraient plus de monde. Il y a un peu ce sous-entendu là. Moi, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est que si les habitants de quartiers populaires étaient empêchés de se mobiliser parce qu'ils ont intégré la peur de se réprimer, comment on explique les 200 à 300 000 personnes qui font des émeutes et donc du coup qui font le truc qui est sûr qu'il sera réprimé. Donc voilà. Moi, je pense que ça c'est. Alors je pense que c'est plus que sur les habitants. Je pense que la question, en fait, le soupçon qu'il y a quand il est fait de manière un peu mesurée, on va dire qu'est le plus c'est l'État et les institutions autorisent un truc LGBT parce que la question LGBT serait civilisatrice auprès des quartiers, alors qu'ils n'autorisent pas une manif contre les violences policières. Un truc qui là les viserait directement. Ce qui peut expliquer pourquoi il n'y a que les émeutes qui sont là, parce que du coup le seul moment où ça peut péter, c'est au lieu dans un truc organisé, c'est sous forme d'émeute par exemple. Après la limite que je dirais, c'est que ils sont pas spécialement interdites en fait. Hein. En gros, il y a des manifestations suite à la mort de Naël. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été interdites. Enfin, la plupart n'ont pas été. Enfin, je sais pas s'il y en a eu qui ont été interdites. Toi, tu penses que qu'il n'y a pas plus de difficultés à organiser une marche contre l'islamophobie en quartier qu'une Pride? Tu penses que les deux seraient... Parce que tu regardes, en fait, je pense qu'il y a une concurrence organisationnelle qui se crée parce qu'il y a eu ces derniers temps des manifestations sur la question de l'islamophobie, même des manifestations sur la question de la Palestine qui ont essayé d'être interdites, Darmanin, etc. Tu vois, et qui a du coup eu ce truc de voilà, regardez, si c'est pour les homosexuels, ils laissent faire, alors que nous on nous a empêchés de faire nos manifs. Tu vois, un peu un truc un soupçon. Ouais. Tu vois, un soupçon de facilité, que ça serait plus facile de militer sur ce sujet-là, quoi. On peut peut-être faire cette analyse. Moi, ce que j'observe, alors lesquels, en fait, déjà, il y a une première question, lesquels en quartier populaire, et tout existe. Oui, et c'est-à-dire que l'État est un rapport social. C'est-à-dire, c'est un peu plus compliqué que ça, l'État. C'est-à-dire qu'il y a différentes dynamiques. Moi, je sais qu'il y a des mairies, suite à l'assassinat. C'est vrai que ça dépend beaucoup des mairies. Comment il s'appelle c'est tragique. Aboubacar Cissé, effectivement, il y a eu des mairies qui ont organisé des manifestations en soutien des marches blanches. Donc, c'est d'initiatives municipales, hein, donc c'est contre l'islamophobie. Je sais qu'il y a des pans de l'État qui ont soutenu des manifestations contre les violences policières, qui ont soutenu le mouvement Adama. Pour autant, moi, je n'irai pas dans la...
En fait, là où, pour moi, peut-être qu'il y a peut-être plus de répression sur ces manifestations-là. Moi, je ne vais pas nier ça. Mais pour autant, de là à dire que en gros, l'État autorise la Pride des banlieues parce que c'est civilisationnel et n'autorise pas le reste. En fait, c'est pas voir la réalité de l'autorisation de ce qui existe en parallèle, en fait. Et je pense que si on se dit ça, en fait, on se dit bon, alors ok, les manifestations retraites, elles ont été interdites, elles ont été autorisées. Du coup, à quoi ça sert? Alors, ça sert à l'État, ça? Comment? Et du coup, il ne faut pas le faire, du coup, puisque ça sert à l'État. En fait, il faut être. Je pense que c'est, en termes stratégiques, ça pose des questions qui amènent beaucoup à l'inaction. Je pense que s'il y avait eu une manif contre les retraites organisée en quartier, je ne pense pas que ça aurait posé la question. Les gens aient parlé de politique en quartier. Est-ce que ça a toujours été si facile que ça? On dirait qu'il y a une question politique difficile à poser. C'est la question de la politisation des sexualités, comme si c'était pas déjà un endroit abandonné où les gens sont de toute façon dans l'abandon, même la résignation, le truc. Enfin, tu vois, genre c'est prêté à la question de la Pride, un truc qui serait encore plus impossible, encore plus difficile que d'habitude. Alors que j'ai l'impression que globalement, c'est quand même, tu vois, genre si tu veux faire tu regardes le niveau d'abstention dans les quartiers populaires montre déjà un désintérêt de la question politique. Tu vois, il y a un truc. Est-ce que je sais du pas, moins une désaffiliation plus qu'un désintérêt, mais en tout cas, si tu veux une désaffiliation de la question politique électorale au moins. Mais justement, et c'est tout le travail. Je vous parlais de Sandy Walker à la base. Tout le travail qu'on essaye de mener, c'est justement de politiser les habitants et habitantes de quartiers populaires qui sont un sujet politique intéressant dans la mesure où en fait. C'est l'ennemi intérieur, quoi. Et donc du coup, c'est un sujet qui a particulièrement intérêt à se mobiliser. Donc effectivement, et c'est là où c'est peut-être il y a une forme de déni de la part de certains de l'existence des personnes qui s'identifient comme LGBT en quartier populaire, des Noirs et des Arabes notamment, et qui veulent politiser ces sexualités-là, et qu'il faut accompagner aussi politiquement par ailleurs, et qui viennent à la Pride des banlieues. En fait, la réponse par les gens qui sont là. En fait, c'est la réponse par les gens qui sont là. Après, les gens disent que c'est que des blancs. Oui, ça, c'est ce que j'allais te dire. Oui, il y a ce soupçon de que des blancs ou pas des gens de quartier, un peu ce truc-là. Oui, ça c'est le truc de la représentation, quoi. Genre, moi, vous ne représentez pas vraiment. Non, mais après, ça c'est juste faux. Après, c'est bien sûr. Et là, je vais pas nier qu'il y a des blancs après des banlieues. Et après. Toutes les mobilisations, il y a des blancs. Et c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Pas de racisme anti-blanc sur ce stream. Non, c'est vrai. Mais c'est très bien qu'ils soient là en soutien. Mais en fait, quand tu regardes les mobilisations qui ont la part de personnes racisées les plus importantes, on est sur de l'ordre de 30 à 40%. Nous, on est à peu près dans ces taux-là, mais c'est à peu près la même chose sur des mouvements palestiniens. C'est à peu près la même chose sur des manifestations sur les violences policières qui ne sont pas les émeutes. Peut-être sur les émeutes, on va être sur des taux qui vont être plus importants, sur un mode d'action différent. Donc, dire qu'il y a et sur 15 000 personnes, tu prends 40%, ça fait quand même 5 000 personnes. Vraiment chiffre, je ne suis pas très fort en maths, mais je crois 5 ou 6 000 personnes, et ça fait quand même beaucoup de gens pour les quartiers populaires, sachant que en fait, à Saint-Denis ou à La Courneuve, tu fais une manifestation, tu as 100 personnes qui viennent. C'est une réussite. Ouais, en fait. Et donc du coup, donc presque tu sous-entendrais que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'il y a un peu un sous-entendu que la critique, c'est qu'en réalité, la majorité des Noirs et Arabes homosexuels veulent pas s'afficher et veulent pas politiser leur sexualité. C'est un peu ça le prérequis de pensée des critiques qu'ils vous ont faites à PDH ou quoi, pour pas les citer. Enfin, voilà quoi. Et toi, toi, en fait, ce que tu dis un peu, c'est que ce qu'on voit en réalité, c'est qu'il y a une demande de politisation de la question de la sexualité aussi dans les quartiers, et justement presque une politisation différente, puisque c'est fait par la Pride des banlieues, un truc. Parce que en fait, le reproche qui est fait aussi, c'est le truc de faut pas politiser la sexualité des Noirs et des Arabes ou des musulmans comme pour les Blancs, mais du coup, vous presque, on pourrait dire que vous essayez de faire ça, de faire un truc pas comme les Blancs, ou en tout cas, voilà, mais on vous le reproche quand même de le faire comme les Blancs. Oui, que même la tentative de le faire ne reçoit aucun soupçon posé, aucun bon soupçon de... Ouais. Après, moi, je suis pas en train de dire que tous les LGBT de quartier populaire la veulent. Hein. Il y a des gens qui le veulent pas, et qui viennent pas, et voilà, et leur absence, ils ont le droit de pas être là. Moi, il y a aucun souci. Et il y a des gens qui la veulent. Et nous, on regarde, hein, et socialement, c'est pas forcément exactement les mêmes personnes. Et en fait, on va retrouver des biais sociaux, en fait, mais c'est assez propre au monde militant, hein, où en fait, ce qu'on se rend compte,
quand même, c'est que les gens qui viennent à la Pride des banlieues, les personnes racisées qui viennent à la Pride des banlieues, c'est des gens qui ont fait des études beaucoup en fait. Hein. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui parcourt tout le champ féministe et antiraciste. Ceux qui se mobilisent, c'est ceux qui font des études. Et je pense d'ailleurs, vu que PDH a parlé, j'aimerais bien savoir c'est quoi le niveau scolaire de tous leurs militants. Et je pense qu'il doit ressembler à peu près au nôtre. Quoi. Ils ont fait des études supérieures. Moi, ça, je suis d'accord parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a si tu fais le procès de représentativité de la réalité des gens de quartier ou vraiment des prolétaires ou de ce truc-là, en fait, à gauche, c'est le même Spider-Man pour moi. Oui, c'est genre les Spider-Man qui se montent du doigt, quoi. Il y a un truc, à un moment donné, on est un peu tous dans cette sauce. Mais même rien que... de militants hyper éduqués, un peu privilégiés, ou qui sont, on va dire, dans tu vois, transfuge de classe, ou tu vois, des trucs... Même quand tu regardes l'électorat Mélenchon, qui est aussi un électorat qui est singulièrement caractérisé par le fait que c'est des diplômés, mais parmi eux, tu as des diplômés précaires et des diplômés qui le sont moins. En fait, c'est aussi le truc où c'est un biais qu'on retrouve aussi et qui est beaucoup utilisé pour dire « oh là là, vous parlez que aux petits bourgeois intello », alors que le niveau de diplôme aussi n'est pas forcément corrélé au niveau de vie aussi. Et il y a aussi ce genre de biais qui arrive, quoi. Et ouais, et c'est là où... Là où aussi, en fait, j'ai pas peur de parler à des gens qui ont fait des études. En fait, je pense que c'est des sujets politiques intéressants. Hein. Moi, c'est des sujets politiques intéressants pour plein de raisons. D'une part, ça reste des prolétaires, c'est des gens qui sont souvent salariés. Il va y avoir aussi le fait que, en l'occurrence, c'est des Noirs et des Arabes pour beaucoup, mais c'est aussi des gens qui sont LGBT, hein, donc ce qui va créer aussi des parcours de vie où ils vont voir la violence au quotidien, ou en tout cas ils vont la créer et ils vont pouvoir la politiser. Et en même temps, c'est des gens qui, en ayant fait des études, ont eu une promesse qui était en mode tu fais des études, tu vas réussir. Et en fait, la réalité de leur vie, c'est que leur vie, c'est de la merde. Et surtout que c'est aussi beaucoup des jeunes, donc ils sont même pas forcément dans une position où ils ont pu accéder à des ressources économiques en accumulant. Et donc du coup, en fait, tu arrives là et tu te dis bon, toi. T'as un peu la graine de la colère, quoi. Donc on peut essayer de te dire en fait il y a des projets politiques qui peuvent t'intéresser, et moi je pense que c'est intéressant, et nous c'est important qu'on leur parle, parce qu'en fait il y a des projets concurrents qui sont des projets d'ailleurs qui sont très présents dans le milieu LGBT, que moi j'appelle comme si c'était que moi, mais des questions de développement personnel qui sont hyper présentes en fait dans beaucoup de contenus politique, où en fait on va t'expliquer que en fait il faut que tu sois une bonne personne pour être comme voilà. Ça a explosé avec le phénomène des performative male, mais en fait c'est pas que ça. Nous c'est des choses qu'on observe depuis longtemps. En fait la liste de comment tu vas être pour faire être un bon allié, la liste de qu'est-ce qu'il faut si dire, t'es qu'est-ce qu'il faut ne pas dire, si tu dis ça, tu fais ça, etc. Donc voilà, qui sont des injonctions à se transformer personnellement et qui peuvent contenter les gens, parce qu'en fait ils vont se dire bon moi je vais rejoindre une organisation, mais l'organisation c'est déjà pour être dans une forme d'espace safe où au final je vais pouvoir être tranquille avec parler à des gens qui partagent les mêmes vécus que moi. On va pouvoir se faire des câlins et tout, ce qui est très bien. Moi, je dis pas que c'est mal, hein, mais et en parallèle, on va pouvoir être content de soi parce qu'on va faire en sorte que nos valeurs et notre consommation et nos pratiques personnelles vont être assimilées. Mais en fait, moi, je pense que c'est pas le projet d'émancipation dans lequel on doit les laisser aller, parce qu'ils iront là-bas si nous on n'est pas là pour leur dire. En fait, non. Le projet d'émancipation, c'est que ta vie continue. En fait, ta vie sera quand même vide, même si tu fais tout ça. Hein. Peut-être demain tu vas te faire virer, peut-être, tu seras toujours, en fait, tu vas toujours donner une partie de ce que tu gagnes à un gars qui juste possède l'entreprise dans laquelle tu travailles, et en plus tu vas continuer à être perçu à l'extérieur de ces espaces safe comme un noir, un arabe et un LGBT. Et même à l'intérieur de ces espaces safe. C'est ça le problème, justement. Il y aura toujours un soupçon permanent. Comme on recherche en permanence le fait de perfectionner l'espace safe, du coup il y a un soupçon permanent qui pèse sur l'entièreté des personnes de cet espace, quoi. Parlons le fétichisme de la communauté gay. Bon bref, c'est un autre débat, mais tu vois, genre il y a un truc, tu vois, genre c'est voilà quoi. Mais c'est pour ça que, en fait, c'est marrant parce que tu présentes ça vraiment comme une alternative possible à ce truc-là de développement personnel. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, la critique qui vous est faite, c'est que vous voulez forcer les Noirs et les Arabes homosexuels à être des LGBT respectables, développement personnel, safe comme les autres, alors qu'en fait, toi, tu as un discours beaucoup plus politique et beaucoup plus poussé, et qui même se dresse contre ça et qui se présente. Et du coup, moi, j'ai l'impression... Donc, du coup, il y a une grosse incompréhension. Oui, il y a un dialogue de sourds. Voilà, c'est ça que, en fait, presque, on vous a reproché de faire ce contre quoi vous vous battez presque un peu, j'ai l'impression. En partie au moins. En partie au moins. Après, je pense qu'il y a des... On pourrait poser la question de si vous y arrivez après, mais bon, en tout cas, votre objectif,
c'est celui-là, quoi. C'est ce que tu décris, quoi. C'est ça mais complètement, parce que on le disait tout à l'heure, pour nous, on a la conviction que que pour mettre fin aux LGBT-phobies, il va falloir remettre en cause de manière systématique l'ordre du genre. Et pour remettre en cause de manière systématique l'ordre du genre, il va falloir poser des questions qui sont des questions d'organisation sociale. Par exemple, on peut poser la question du mariage, mais autrement que comme les gays et les lesbiennes y accèdent. On peut poser la question du mariage en tant qu'institution de reproduction du travail et du capital. Voilà, ça c'est une vraie question on peut aussi poser la question de l'autonomie de chacun et chacune. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des personnes qui étaient dépendantes de leur famille pour accéder aux ressources. En fait, si tout le monde a un accès inconditionnel aux ressources qui permettent de vivre dignement, et bien en fait, la capacité à être indépendant de sa famille et donc à pouvoir avoir des formes de liberté dans ses pratiques est beaucoup plus forte. En fait, et c'est beaucoup de choses comme ça. Et c'est là où on va s'attaquer fondamentalement au problème. Mais pour faire ça, il va falloir agir sur le pouvoir. Il va falloir agir sur le pouvoir. Et ça, tout seul, on ne le fera pas. Et on ne le fera pas en étant gentil, en fait, ou en étant dans un endroit où on est confortable. Non, il va falloir le faire dans la confrontation. Et donc nous, c'est dans cette tradition politique qu'on s'inscrit. Après, moi, je pense qu'il y a des incompréhensions de bonne foi et de mauvaise foi, parce qu'on a quand même produit beaucoup de contenu qui allait pas dans le sens de ce qui nous est reproché. Et d'ailleurs, voilà. Et par ailleurs, c'est vrai que pas assez non plus. Pas assez non plus. On est une jeune organisation. On a aussi des capacités rédactionnelles, des capacités vidéo, de production vidéo. Ouais, de production vidéo, etc., qui ne sont pas hyper conséquentes. La réactivité, des fois, moi j'aimerais qu'on réagisse, mais on ne réagit pas à des actualités, etc. Donc voilà, aussi, il y a cette truc, mais quand on écrit, c'est rare qu'on dise de la merde. Donc en fait, lisez-nous. En fait, voilà. Et là, je vois le deuxième truc de ce que je vois un peu dans les réactions de certains pseudos que je reconnais. Bref, il y a plusieurs trucs. Il y a je vais poser la question un peu de manière caricaturaire. Le problème, sous-entendu, c'est tant que la question du racisme n'est pas posée et presque un discours un peu race first, on va dire, tu vois, de trucs de dire que de toute façon, tant qu'il y aura racisme, on ne pourra pas se politiser les quartiers sur autre chose, parce que de toute façon, ça sera toujours vu, toujours récupéré contre eux, etc. Tu vois, et qu'il y a un truc un peu une impossibilité de faire une Pride des banlieues tant que le niveau d'islamophobie, par exemple, est aussi violent, et que tu sais, presque un truc un peu c'est pas le moment, quoi. Qui est presque le désaccord stratégique, en fait, de vous devriez pas exister parce qu'il y a d'autres priorités, tu vois. Genre, c'est presque un peu la caricature, mais le truc Mao à la con, contradiction primaire, contradiction secondaire, quoi. Voilà, quoi. On a cité Mao à l'unisson. C'est parce qu'on est dedans en ce moment. Bref, autre débat. Moi, je suis fondamentalement. Bah, après aussi, je suis militant Pride des banlieues, donc ma réponse, elle n'ira pas dans ce sens-là. Je suis fondamentalement opposé à ce discours-là. Alors pour plusieurs raisons. Déjà. Et c'est ce qu'on en disait, on en parlait un petit peu avant l'émission en off, mais le discours médiatique sur la Pride des banlieues, et quand on regarde l'histoire justement du discours médiatique sur l'homophobie en quartier populaire, est très intéressant pour observer que ce discours ne fonctionne pas quand on regarde la réalité des faits. Il y a un militant du mouvement qui est aussi sociologue, qui s'appelle Axel Ravet, qui fait une thèse sur le sujet, pas que des médias, mais qui parle des médias, qui est présent d'ailleurs dans la pièce. Hein. Et qui a analysé les occurrences médiatiques sur la question de l'homophobie en quartier depuis les années 80. Et ce qu'il observe, c'est qu'à partir de 2019, il y a une inflexion où le fait que la Pride des banlieues existe, on va parler avant, en gros, c'était soit on en parlait un petit peu pour parler des artistes LGBT noirs et arabes, ça pouvait arriver, mais c'était surtout, on les présentait en tant que victimes, tu en parlais très bien, donc il y avait cette question d'effets divers, etc., des témoignages un peu grandiloquents sur ces questions, hein, voilà, sans remettre en cause la réalité des difficultés que les gens ont pu vivre. Mais en parallèle, à partir du moment où il y a eu la Pride des banlieues, déjà, c'était des militants qui parlaient aux médias, c'était des militants qui étaient interrogés. Donc déjà, c'était une mise en action. Les LGBT de quartier populaire n'étaient plus des victimes, ils étaient des militants. Donc ça, c'est une première chose. Et dans un second temps, en fait, déjà, on a eu la parole. Donc ça veut dire qu'on avait des micros qui nous étaient tendus, on avait, on pouvait être en direct, etc., où on reprenait nos éléments de langage, ce qui fait qu'on remettait en cause, on créait un discours contre-hégémonique par rapport à ce discours hégémonique qui, justement, nous récupérait de fait, ce qui était la norme. Donc tu disais qu'il y avait une omniprésence dans les médias
les homosexuels, c'est horrible parce que tout le monde est homophobe en quartier et ils subissent le truc, qu'il y a eu une transformation vers un discours qui est plutôt le vôtre, qui se dresse contre ça, quoi. Une coexistence, encore une fois. C'est-à-dire que c'est un discours contre-hégémonique qui vient répondre au discours hégémonique. C'est que quand on parlait du sujet qui avait fait quotidien sur la Pride des banlieues de cette année, justement, moi, je l'avais regardé avec mon regard de militant et je suis en mode ah putain, vraiment, les questions de merde qu'ils posent, encore les mêmes questions de alors est-ce que c'est plus difficile d'être homosexuel en banlieue? Mais justement, tu m'expliquais que au moins ils posent la question au lieu de le dire. Mais complètement, c'est ça, l'inflexion déjà elle est là. Donc c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont leur dire non et des gens qui vont leur dire oui. Ouais. Donc, soyons la neutralité, journalistique, voilà. Mais soyons lucides. Oui. C'est pas la panacée. Oui. C'est pas la panacée. Mais ça c'est encore. Quand on traite la Pride des banlieues, c'est le pire traitement qu'on peut nous faire aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, nous poser la question, dire est-ce que c'est homophobe ou c'est pas homophobe. Nous, on dit non. Il va trouver quelqu'un qui va dire peut-être oui. Et donc, du coup, on se retrouve dans un truc où l'auditeur fait son choix. 50-50, on voilà. Et alors qu'avant, effectivement, c'était on interrogeait quelqu'un qui était victime et donc forcément, la personne disait bah oui. Et par ailleurs. La plupart des médias papier, la plupart des médias radio, en fait, c'est nous qui parlons. Et en fait, on explique que la question, elle n'est pas là. Que l'instrumentalisation, justement, de l'homophobie des quartiers à des fins racistes, ça, c'est quelque chose contre lequel on lutte et contre lequel il faut se battre. Et dans un dernier temps, on va amener des revendications qui sont les revendications dont je vous parlais au début, donc des revendications sociales, qui sont des revendications fondamentalement de LGBT de quartier populaire, parce que c'est le quotidien des LGBT de quartier populaire que d'aller à l'hôpital, d'avoir un toit pour dormir, d'avoir de quoi survivre en fait pour manger, etc. Donc voilà. Donc moi je pense qu'au contraire, voir qu'on a eu un rôle négatif, pour moi c'est pas observer la réalité. Et le dernier temps, la dernière manière de répondre à cette question, c'est pourquoi ne pas le faire? En fait, c'est vraiment pourquoi ne pas le faire. En fait, on mobilise des gens. On met en avant on réussit à combattre un discours hégémonique raciste. Et dans un dernier temps, on met en avant des revendications et on mobilise des gens qui ne seraient pas mobilisés autrement. C'est-à-dire que si nous, on ne fait pas ça, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui iraient dans d'autres manifs. Mais en tout cas, là, ils viennent là et il y en a qui n'iraient pas ailleurs. Alors pourquoi c'est la dynamique des manifs on le ferait pas en fait. On tue un flyer et puis moi je sais ce qu'ils vont te répondre. Moi je sais déjà, c'est que là ils vont peut-être te dire ah oui donc ok peut-être que par rapport aux médias il y a on va dire une réforme, un détournement, une brèche qui s'est créée sur le discours de les quartiers de toute façon c'est rempli d'homophobes et les pauvres homosexuels mais ils vont dire mais du coup l'autre effet délétère, la suspicion c'est la contre-productivité, l'effet qui serait contre-productif sur les gens de quartier justement qui deviendraient encore plus homophobes puisque ils ont vu des homosexuels marcher chez eux. Et qu'en gros, c'est ça. Et que là j'ai vu quelqu'un dans le chat, il y a une contradiction entre la méthode d'action et les mots d'ordre. En mode un peu le sous-entendu qui a été fait, c'est vos mots d'ordre, ils sont bien, mais en fait, la Pride, ça crée l'effet inverse. Un peu. Et qu'en gros... En fait, ce serait mieux si c'était des hétéros qui portaient ces mots d'ordre. Non, mais on en revient à ce truc de... moi, je pense qu'il y a... en fait, l'éléphant un peu au milieu de la pièce, c'est... On en revient à l'angoisse de l'homophobie dans les quartiers, du coup. Oui. Et que de ce truc de... est-ce que vraiment vous avez réussi à convaincre les gens d'être moins homophobes? Est-ce que vous cherchez à ça? Déjà, est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous, votre objectif... c'est que les gens de quartier arrêtent d'être homophobes, arrêtent, tu vois, genre, tu sais, c'est un peu ça le truc. Et est-ce que même vous les rendriez encore plus homophobes en étant là, quoi? C'est la fameuse réactance. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est un peu le sous-entendu. C'est un peu le sous-entendu qu'on vous fait. Alors, je vais répondre à ça en plusieurs points. Mais déjà, pour commencer, je vais répondre à la question de est-ce qu'on veut que les gens soient moins homophobes qu'ils ne le sont. Bon, dans l'absolu, tant mieux s'ils sont moins homophobes qu'ils le sont actuellement. Mais en fait, d'ailleurs, l'histoire des mouvements LGBT, ça a souvent été ça. Ça a été essayer de faire en sorte que les gens soient moins LGBT-phobes à titre individuel. D'ailleurs, le terme LGBT-phobie, c'est une phobie, donc c'est une maladie individuelle. Voilà. Il y a ce stigmate-là encore. Hein. Moi, j'utilise quand même ce terme parce que les gens le comprennent. Oui, mais en fait, faire en sorte que les gens soient moins homophobes qu'ils ne le sont,
pour moi, c'est mécomprendre qu'il y a des bases matérielles à l'homophobie. En fait. Notre organisation sociale rend les gens homophobes. Et donc, pour moi, l'idée, ça va pas être de dire nos voisins doivent être moins homophobes. C'est parce que ça ne se produira pas dès lors que on va pas remettre en cause la question de la binarité de genre. On va pas remettre en cause l'organisation économique qui utilise cette binarité de genre, à savoir le capitalisme. Et donc, non, nous, on concentre notre action plutôt sur le pouvoir, en fait, parce que c'est le pouvoir qui a les moyens. C'est marrant, ça me rappelle des discours de d'autres gens. Tiens, sur le fait de pas ça commence par PD, je crois. Mais d'être choisi bien au hasard. Non, mais ce truc-là, mais c'est intéressant parce que on en revient à ce truc de est-ce que aller sonder l'âme des gens du truc, est-ce qu'on s'attaquait au pouvoir et la question des droits, quoi, et qui est en fait à un moment de cas pour moi deux méthodes politiques qui s'opposent au sein du mouvement LGBT. C'est ça que tu disais, et qu'en réalité, enfin, t'as le mouvement LGBT beaucoup plus libéral sur les questions des individus, des rapports interindividuels, et le mouvement LGBT qui s'intéresse au pouvoir et aux structures qui définissent ce truc-là, quoi. Et pour moi, en fait, à un moment donné, genre ça devrait être ça le clivage, de savoir est-ce que on est allié ou pas dans un sens politique. C'est quand même finalement la grande question, quoi. Qui s'attaque aux structures et au pouvoir, et qui veut faire du développement personnel. Tu l'avais très bien dit tout à l'heure, quoi. Tu vois, genre mais du coup on va là, c'est ça, et c'est là qu'on vous reproche l'efficacité, la suspicion que faut prouver votre efficacité, voire même prouver que vous rendez pas les choses pires, quoi. Oui, et qui me paraît compliqué en tant que mouvement politique. Moi, je peux comprendre les soupçons qu'il y a sur vous, mais ça me paraît compliqué de prouver les effets que tu déclenches ou pas dans l'intérieur des gens, de trucs. C'est un peu, tu vois, il y a un truc impression contre impression, quoi. Oui, mais moi je pense que si on commence à adopter cette forme de raisonnement et tu l'as un peu dit, hein, mais qui en fait, c'est un discours qui est néo-orientaliste, en réalité, de penser qu'il y a sans en fait nier qu'il y ait de l'homophobie en quartier populaire et qu'elle a des spécificités sociales qui sont c'est ridicule. Pour autant, penser que le sujet habitant de quartier populaire est de manière endogène et traditionnellement homophobe, c'est d'une part pas observer la réalité telle qu'elle est, et d'autre part c'est reprendre des discours orientalistes en ayant parfois d'ailleurs une analyse ou des gens qui connaissent, hein, qui ont lu Massad, qui ont lu Saïd, et qui en viennent à dire en fait les indigènes, je ne vise personne, hein, les indigènes sont homophobes. Ça m'étonne en termes d'essentialisation de ces populations. Après ils le sont parfois, mais oui ils le sont parfois. C'est ce que je disais juste avant. Pour autant, quand tu regardes, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu regardes les réactions qu'on a nous dans la rue. Il y a quelques jeunes qui vont parfois effectivement être un peu véhéments, qui montent le torse, etc. 14-15 ans, parfois 16-17. Voilà. C'est la construction de la masculinité assez classique. Par ailleurs, tu as des gens qui nous félicitent, tu as des gens qui regardent à la fenêtre, etc. Bon, vas-y. Moi, je m'en fous. Mais en fait, c'est assez assez banal, en fait. On arrive sur des gens. Après, moi, sonder les âmes et dire, ah ouais, lui, il va y avoir de la réactance. En fait, appliquons ça à tout. Alors, dans ce cas-là, si on fait ça, si on applique ça à nous, appliquons ça à tout. Sortir dans... Je vais vous dire un truc, vas-y, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est réel. Une manifestation anticapitaliste qui va demander des droits sociaux. Par exemple, je sais pas, la réforme des retraites, contre la réforme des retraites. Voilà. Étant donné que les droits sociaux en France sont permis par une exploitation à échelle globale des personnes racisées. Donc théoriquement, les droits sociaux en France peuvent avoir un effet sur les personnes racisées d'autres pays parce qu'on va plus les exploiter. Est-ce que de ce fait, on va se dire, donc les gens vont devenir plus anti-droits sociaux, plus de droite, plus capitalistes, les gens des Suds, parce qu'il y a des gens en France qui vont manifester contre les retraites. C'est le même niveau de truc, c'est-à-dire que, en gros, on va dire, je ne sais pas si vous avez suivi le fil du truc, mais en gros, on peut appliquer ça à tout. Parce qu'en fait, les conséquences des luttes, parfois, parfois les luttes ont desservi d'autres gens. En fait. Et surtout, j'ai l'impression qu'on se laisse aussi beaucoup endormir par le fait que la Pride, c'est pas pour rien qu'elle va le plus loin à l'ouest que ça va à l'Opéra, et ça finit toujours à Bastille ou à République. Tu vois, il y a toujours un truc. Moi, ça me fait penser à la Pride de nuit à l'époque que j'avais faite, où c'était le trajet Marais-Marais, tu vois. Et donc, tu as un truc où
le mouvement social a aussi tellement progressivement été contraint à être dans des espaces, surtout à l'est parisien, surtout dans des endroits où... Alors en vrai quand tu vas en manif, parfois tu as des gens qui te regardent bizarrement. Aussi, tu vois, genre... Mais en fait, c'est un truc de... On a tellement été cantonné et remis dans des ghettos, justement, que y a presque ce truc de... On n'interroge même plus de pourquoi on va pas manifester dans les beaux quartiers. Et là, t'inquiète que les gens ils te regardent bizarrement. Et est-ce que ça crée pas de la réactance que du coup les gens ils sont encore plus de droite parce que t'allais manifester là? Je pense que les gilets jaunes, ça, on peut se demander si les gilets jaunes n'a pas créé de la réactance chez la bourgeoisie qui veut d'autant. Enfin, tu vois, genre il y a un truc. Est-ce que, mais moi, et puis aussi, en fait, il y a du coup là les gens. Est-ce qu'ils ont leur réaction à ce que tu as dit sur la question du pouvoir, du coup, c'est ouais, mais du coup, pourquoi aller en banlieue alors que c'est pas eux qui ont le pouvoir? Il n'y a pas d'institution de pouvoir en banlieue. Il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de préfecture. Les gens ont l'impression qu'une manifestation et une Pride, je pense qu'il y a une vision de la Pride qui est de s'attaquer. Ça, tu te demandes quelque chose à l'État, donc tu vas au centre de Paris parce que c'est là qu'est l'État. Il y a ça, alors que ça va pas à l'Élysée. Et que aussi, moi je pense aussi qu'il y a un imaginaire de la Pride qui peut être en partie vrai de la Pride. C'est pour choquer les hétérosexuels. Et qu'il y a un truc, tu vois, et que pour moi, parce que pourquoi les militants de gauche, notamment, qui ne sont pas vraiment militants LGBT, ils vont voir le truc de le puppy dans la Pride, les kinks dans la Pride, les photos de la Pride avec des gens un peu dénudés. Tu vois, un peu cet imaginaire. Même une drag queen où il y a un enfant à côté. Cet imaginaire sulfureux autour de la Pride où il y a un truc un peu. Et est-ce qu'il est totalement faux est-ce que la Pride sert un peu aussi à choquer l'ordre hétérosexuel en partie? Et du coup, est-ce que la Pride des banlieues cherche à choquer un ordre hétérosexuel aussi? Et donc, est-ce qu'il est pertinent de choquer l'ordre hétérosexuel des personnes les plus dominées dans la société? C'est un peu ça le chemin de pensée qui est fait, tu vois, et qui supposerait que la Pride des banlieues aurait le même moyen d'expression que l'intersyndicale, très sexualisé, très... Non, l'inter-LGBT, pas l'intersyndicale. Wow, ça serait incroyable. Ça serait une dinguerie. La CGT en jockstrap. Le service d'ordre en jockstrap. Oh là là, les dockers. Oh, ouais, bref. Pardon. C'est mes rêves qui prennent forme. Pardon. Non, mais tu vois, et que moi, en plus, j'ai l'impression que la vérité de la Pride des banlieues, il n'y a pas de puppy dans la Pride des banlieues. Même si c'était ça, peut-être qu'il pourrait y en avoir, ça vous dérangerait pas. Mais tu vois ce que je veux dire, le soupçon qui est fait un peu. Oui, j'entends. En gros, c'est l'esthétique de la Pride de Paris qui voilà, qui est calquée sur. Ouais. Dans les faits, ce qu'on observe, c'est que la Pride des banlieues, bon, il y a des gens qui viennent bien sûr très queer. Hein, c'est aussi fait pour ça. Tant mieux, c'est aussi pour ça qu'ils viennent et ça les mobilise. Donc machallah, il y a plein de gens qui disent ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi par ça qu'on les attrape. Hein, c'est en mode là, t'es un espace où en fait, on va pas te taper si tu te mets comme ça. Bon. Et après derrière, on parle de politique. Mais moi, en tout cas, c'est pas le rôle qu'on lui donne. Hein. C'est pas le rôle qu'on lui donne, c'est pas de choquer les gens dans l'espace public. Le rôle qu'on lui donne, c'est un rôle de manifestation assez classique. En fait, on aurait pu faire une manifestation, mais on reprend aussi la Pride parce que déjà, on reprend aussi cette idée de. On s'inscrit dans l'historique du phare, des Gouines rouges, etc. On reprend aussi ces revendications anticapistes. Mais nous, on le disait, hein, c'est plus un moyen qu'une fin. En fait, pour nous, la visibilité dans l'espace public n'a pas, même si, et notamment en termes de choquer l'ordre hétérosexuel, c'est pas notre vocation dans la mesure. En fait, c'est la même chose que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les gens dans la rue, on ne veut pas leur. On s'en fout de eux. Enfin, c'est pas eux l'ennemi principal. Nous, on veut pouvoir créer une fenêtre pour pouvoir faire exister nos revendications, une fenêtre pour pouvoir mobiliser des gens, pour pouvoir aussi les recruter, pour pouvoir mettre en action, en fait. Donc l'intérêt d'être en banlieue, c'est pour aller mobiliser des gens de banlieue, quoi. Complètement, parce que... Tout bêtement et tout simplement, quoi. Et aussi que la géographie fait partie du message, dans le sens où si tu fais une Pride des banlieusards à Paris, ça a moins d'impact que de la mettre dans les banlieues en disant, en fait, on est là, et de toute façon, quoi qu'il arrive, tout comme les manifestations à Paris ne se font pas en bas de l'Élysée, en fait, quoi qu'il arrive, ce qui fait amener, en fait, à l'État, c'est pas l'espace géographique dans lequel tu manifestes, mais c'est les retombées médiatiques, c'est la façon dont on en parle, la façon dont ça crée le discours et ça met à l'agenda des problèmes politiques. Voilà. Complètement. Et il y a des gens qui, en fait, aussi même en termes de simplicité, c'est-à-dire aller à Paris, bon.
aller à la Courneuve ou aller à la Saint-Denis, des fois ça peut être dur pour certains, dépendamment d'où tu viens. Mais y a les gens qui habitent à la Courneuve à Saint-Denis, ils sont contents de pouvoir descendre aussi, et peut-être qu'ils ne viendraient pas ailleurs. Mais oui. Mais surtout que tu as un discours. En fait, moi, ce que je trouve marrant, c'est que tu as toujours un discours que j'ai souvent vu de décentraliser la question politique de Paris, notamment par rapport aux banlieues. Et la chose qu'il ne faudrait pas décentraliser, c'est la question LGBT. Ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, ça parle beaucoup des vécus paradoxaux des LGBT de banlieue fameux, et le truc de la discrétion vs le LGBT visible, hyper visible. Alors que la réalité de beaucoup de sociabilité comme ça, c'est que parfois, tu as un espace de discrétion qui peut être ta famille, ton quartier, et un espace de visibilité qui est parfois le milieu LGBT, plus de centre-ville ou étudiants, etc. Et que les deux sont deux espaces qui communiquent pas trop, qui sont un peu atypiques. Et du coup, là, en fait, c'est que le sous-entendu, ça serait t'es un noir et un arabe quand t'es dans le quartier et va être homosexuel dans le centre-ville, mais qui, pour moi, si tu tiens ce discours-là, c'est là que tu entretiens la politisation des LGBT au sein du champ prisme de l'universalisme républicain blanc et le famoso, etc. Donc, encore une fois, tu vois, il y a un paradoxe. Moi, j'ai l'impression qu'en réalité, le vrai truc qui dérange, c'est le truc de l'homosexualité, la politisation de la sexualité ne doit pas avoir lieu dans les quartiers parce que les gens n'en veulent pas. C'est ça le constat qui est fait, quoi. Genre, c'est un truc, voilà, quoi, une fois que tu as dit ça, du coup, on s'arrête et bon, voilà, quoi. Genre, c'est un peu... c'est un peu déprimant. C'est d'autant plus déprimant qu'on a fait la démonstration que des gens en veulent. Et c'est ça aussi. Et par ailleurs, moi je pense que, et pour revenir aussi sur cette question de la discrétion des gens qui ne veulent pas, des gays, des lesbiennes et des trans qui ne veulent pas aller à la Pride des banlieues, pour nous, c'est pas du tout un problème. Pour autant, il faut discuter avec eux. Mais pour nous, c'est pas du tout un problème. Et je pense qu'il y a d'autres manières peut-être qui vont les amener à la politisation, qui vont les amener aussi, qui vont pouvoir les mobiliser, d'autres choses qui vont pouvoir les mobiliser. Que ce soit peut-être la question des violences policières, que ce soit par exemple la question de l'islamophobie, que ce soit par exemple peut-être même des associations. Moi, encore une fois, je reviens, moi je crois beaucoup à ça et je sais que il n'y a pas une unanimité dans le champ antiraciste, mais moi je crois beaucoup dans le secteur associatif à condition qu'on le politise. En fait, je pense que c'est une pipeline qui peut être intéressant. On va débattre de ça. Non. Mais tu peux pas politiser dans l'associatif, ça marche pas. Mais bref, je pars pas sur le... Moi, je suis très anti-associatif, mais vas-y, pardon. Je peux comprendre, mais en fait, je peux aller sur l'associatif, ça m'intéresse. Parce que je sais que l'associatif... pour beaucoup, ça pallie à l'action de l'État. Mais en fait, pallier à l'action de l'État, ça permet de créer du lien et des communautés autour de l'inefficacité de l'État. Et en fait, dès lors que tu le penses comme ça, et ben en fait, tu peux aussi ramener des gens autour de. En fait, tu as besoin de pain. Oui. Là, tu as besoin de pain. Et ben maintenant, viens. Tu crées une prends du pain. Je suis d'accord. Et autour du pain, on va parler de politique. Et toi, tu es formé politiquement. Le problème de l'associatif, c'est les gens formés dans l'associatif qui n'ont jamais milité, qui pensent militer et qui, en réalité, sont vraiment les outils spécifique du pouvoir avec un langage façonné par l'associatif et par le besoin de se rendre légitime auprès de l'État pour faire vivre ton association en matière de subvention et qui pour moi est un aspirateur à macroniste et à parti socialiste. Mais là c'est un autre débat qui est pas c'est pas ce dont tu parles exactement, c'est un autre champ. Donc oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis en vrai. Oui, voilà, non mais oui, donc du coup moi tout ce que je disais à la base c'était en mode en fait ça peut être des sujets qui sont intéressants. Nous, c'est important aussi qu'on sache, qu'on soit en discussion avec eux. Pour ça, on le fait. Enfin, on parlait d'Axel Ravier là, qui fait ce travail-là, qui a fait des entretiens avec des centaines de personnes. Voilà, donc on a de la matière pour comprendre un peu comment ça pense parmi les gens qui veulent pas être visibles. Et comme ça aussi, on n'est pas à côté de la plaque. Alors parce qu'on va parler pour eux à un moment ou à un autre. En tant que identifiés comme LGBT de banlieue, eh ben, on va devoir parler d'eux et parler pour eux. Là, je l'ai fait beaucoup en fait. Et donc, il faut qu'on soit on point sur ces questions. Toi, tu dis que du coup, plutôt que d'opposer la Pride des banlieues à ceux qui ne voudraient pas être visibles, que justement, vu que l'invisibilité t'empêche de t'exprimer politiquement et qu'il faut des relais, et que vous pourriez, plutôt que de vous opposer avec eux, devenir des relais privilégiés qui sortent justement du champ développement personnel dont tu parlais, classique, etc. Quoi. Ouais, complètement. D'autant plus que en fait, ils ont un intérêt de fait à poursuivre les discours de la Pride des banlieues dans la mesure où j'en parlais. Même si, mettons que
la discrétion permet d'éviter des violences LGBT-phobes. Mettons que. C'est pas vrai. Ce qui est déjà mais à partir de là, les discours qui les utilisent vont leur desservir de fait, dans la mesure où j'en parlais, ça va servir à un dispositif répressif qu'ils vont subir. Donc en fait, nous, quand on vient parler, on vient en tant que porte-parole de ces populations, en parlant de leur vécu, d'une certaine manière, et de leurs aspirations, on vient expliquer que non, cette différence entre cette absence de volonté de visibilisation n'est pas équivalente à en faire gay. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des modalités qui sont un peu complexes. Voilà, donc j'en parlais. C'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable. Il y a aussi cette norme aussi de visibilité qui va agir même sur les gens qui veulent pas être visibles. Ou en fait, en dernière analyse, ils vont devoir se positionner par rapport à ça. Et donc du coup, nous, c'est important qu'on puisse amener ces sujets qui sont les leurs. Et pour ça, il faut faire un travail qu'on appelle d'aller-retour. En fait, et c'est un mot qui est un peu pompeux, qui est un peu désuet, mais la question de l'avant-garde qui est posée notamment chez Lénine, chez Gramsci, qui sont des questions qui sont où en fait on a une responsabilité en tant que militant formé en fait, et d'autant plus sur ce sujet qui est un peu compliqué, où on va, comme souvent et comme dans beaucoup de mobilisations, avoir les populations peut-être les moins marginalisées, les moins précaires, des précaires qui vont se mobiliser. Il va falloir toujours garder pied avec les plus précaires, quoi, et ces franges-là. Et ça, c'est des enjeux qui sont hyper importants et que le mouvement aussi doit se poser. Là, je parle aux gens, mais je parle aussi même au sein du mouvement. C'est des questions que vous posez. Oui, parce que j'imagine que c'est un work in progress, parce que la Pride des banlieues reste assez jeune, en vrai. Beaucoup de battage pour quand même un mouvement qui est assez jeune. Et j'imagine, c'est quoi un petit peu les retours critiques que vous avez connus en fonction des de vos différentes éditions, les trucs sur lesquels, par exemple, à un moment, vous êtes dit, là, faut plus influer sur ça, faut plus changer sur ça, et même où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ces questionnements? Ouais, c'est bon, on a pas mal évolué, hein. Je pense on s'est formé aussi tout au long de l'organisation des Prides. Mais en fait, nous, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est de trouver le truc qui va réussir à mobiliser les gens. Donc trouver le bon mot d'ordre. Donc en fait, on essaye, on voit est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas. On essaye déjà de trouver des mots d'ordre qui sont pertinents. Donc tu vois, en 2022, on est arrivé avec cette question de un logement pour tout le monde qui nous paraissait pertinente. Ça a mobilisé du monde, on était 10 000 en 2022, mais en même temps, on n'a pas su, en tant qu'organisation militante, je pense, c'est à partir de là qu'on est devenu un mouvement. Avant, c'était juste un événement. À partir de là, on est devenu un mouvement, donc on s'est organisé avec des actions tout au long de l'année. Mais on avait cet espoir de pouvoir mobiliser plus de gens, de pouvoir aussi avoir des moyens d'autofinancement qui sont importants. Et nous, on essaye de créer cette pipeline-là où on va réussir à trouver la chose qui parle aux gens, qui va nous permettre d'avoir du monde qui nous soutient, d'avoir du monde qui parle, et derrière des gens qui vont nous donner de l'argent, qui vont nous permettre de nous organiser, de payer des salariés à plein temps qui travaillent sur le mouvement, qui font vivre les revendications tout au long de l'année. Donc, et ça, on a du mal. Tu vois, la PMA, on avait fait une pétition. On s'est dit la pétition, ça peut être un outil qui peut être utile pour justement voir combien on est. Il y a eu je crois 5000 signatures, donc tu vois, on était un peu déçus, tu vois, et en même temps on apprend. Alors c'est quoi les conditions qui font que cet outil pétition il va pouvoir être utile. Donc voilà, le contexte politique, l'actualité médiatique, aussi est-ce que c'est un sujet que les gens, ça leur parle, quoi. Et à partir de ça, tu crées du monde que tu mobilises. Et après, comme je le disais, en 2023, il y a cette question, nous, on voulait aussi pouvoir toucher aussi plus de personnes noires, parce que c'est aussi tout un pan des habitants et habitantes de quartiers populaires qu'on avait plus de mal à toucher parmi nos militants, mais même parmi les gens qui viennent. Et je pense qu'on a réussi ça. Et aussi à travers un truc qui est un peu... parfois on dit que c'est libéral, mais en fait ça peut avoir une vocation, c'est la question de qui on met en avant. On a mis en avant plus de personnes noires aussi parmi nos porte-paroles, ça a marché, en tout cas ces actions-là elles ont eu des effets, et donc ça nous a permis ça. Après 2024 c'était les législatives, donc on tombait dans ce moment-là. Nous, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait sur ça? Parce qu'en plus, Bardella, il avait dit sur France 2, le débat juste avant l'élection, il avait dit il y a des quartiers dans lesquels il ne fait pas bon être LGBT, il ne fait pas bon être une femme, etc. Donc ça montre
que ça reste un pilier de leur discours et que voilà, ils font ça en prime time sur France 2. Donc nous, on a dit bon là le moment c'est de soutenir le nouveau Front populaire, même si on les voilà avec tout soutien critique, comme on dit, soutien critique. On sait, nous, ça y est, on en est sorti du nouveau Front populaire. On peut tous respirer, c'est bon, tout va bien. Non, mais par exemple, on pouvait pas faire comme si François Mitterrand, il n'avait pas eu un rôle actif dans la montée du RN. On peut pas faire comme si François Hollande, c'était pas sous comment il s'appelle, il est Cazeneuve qu'il y a eu le meurtre d'Adama Traoré. La déchéance de nationalité. On peut lister les trucs. Mais oui. Donc voilà, nous, c'était le moment de ce soutien-là. Et de lutter contre ce discours-là, rappeler c'est quoi nos positions. Et cette année, on était plus sur la question de la santé et de la lutte aussi contre la militarisation de l'État. Parce que ce qu'on observe, c'est que nous, nos hôpitaux publics, la réalité d'aller à l'hôpital à Saint-Denis, c'est des heures et des heures d'attente dans des services d'urgence. Et ça, c'est quelque chose, il y a une étude qui a montré que cette attente, elle a augmenté dans les services d'urgence ces dernières années, depuis 20 ans. Et donc, du coup, en fait, c'est des questions de vie ou de mort. C'est des questions de vie ou de mort qui, pour nous, sont cruciales, sont centrales. Et en parallèle, ce qu'on observe, c'est que, en fait, ils ont de l'argent à mettre, mais ils ne le mettent pas là, ils le mettent dans la mort, ils le mettent dans des armes et dans la guerre, quoi. Et dans le maintien aussi de cet impérialisme à échelle globale, même si le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'y arrivent même pas. C'est qu'ils sont dégagés d'Afrique et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, les moyens, ils les mettent là. Donc voilà, nous on essaye de sentir les choses, de parler aux gens. Le pari, c'est utiliser la Pride pour plateformer des revendications qui, je reviens sur mon idée d'universalité de l'homosexualité, tu vois, mais qui se reposent justement sur le fait que les vécus minoritaires sont un témoin de l'universel et de l'organisation de la société et sont en fait presque le canari dans la mine de tout ce qui se passe à l'échelle de l'État. Et en fait, utiliser le format Pride pour aussi montrer que, en réponse au débat sur la Pride de l'inter-LGBT, c'est pas par une lutte sectorielle où on se dit, moi je suis que sur les sujets LGBT et puis après je m'en vais, qu'on va aboutir à quelque chose, et au contraire dire, on sert de force d'entraînement pour un mouvement qui est beaucoup plus profond et qui dépasse les questions LGBT en fait. C'est ça, mais tout en gardant cette entrée par les LGBT-phobies aussi, parce que ça mobilise des gens. Et en fait, pour moi c'est ça le vrai sujet, c'est en fait il faut trouver aussi ce qui va... Parce que telle personne, elle va pas avoir la même vie, et c'est pas la même chose qui va la faire se lever le matin et se dire en fait je vais aller à cet événement, je vais aller dans cette organisation, etc. Et en fait il faut pour moi avoir une pluralité des approches. En fait, il faut avoir une pluralité des approches, il y a une pluralité des sujets. Et à partir de là, et ça, ce qui pour moi n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'il faudrait une force qui soit en capacité de coordonner tout ça. En tout cas, qui soit qui puisse aussi être en capacité de prendre le pouvoir. Et ça, c'est ce qui reste à construire, je pense. Justement, tu vas pas nous dire Mélenchon là. J'ai cru que tu allais sortir un mais parce que, comme on parlait des débuts de la Pride des banlieues avec Saint-Denis, Ville au cœur, etc., 2019, c'était les municipales. 2020, les municipales, ouais. Oui, enfin la campagne. Oui, la campagne a duré. Et est-ce que vous avez senti un effet de... Est-ce que vous vous êtes senti courtisé par certaines listes municipales est-ce que vous avez senti dès le début que vous étiez un sujet captif à puiser pour tirer de la légitimité politique d'une façon ou d'une autre Ouais, après de toute façon, avant tout, déjà, organiser des choses au local, quand on n'est pas sur... Forcément, tu dois travailler, tu dois parler avec tout le monde, tu dois parler aux gens, et de toute façon, c'est le militantisme, même si tu n'aimes pas un tel, il y a un moment où tu vas devoir lui parler, etc. Savoir que nous, en 2019, quand on organise la Pride des banlieues, il y avait des liens avec certaines personnes de la mairie, notamment quelqu'un qui s'appelle Majid Messaouden, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un militant surtout qui est connu pour avoir organisé la manifestation contre l'islamophobie de 2019, qui est la plus grosse manifestation contre l'islamophobie, qui a participé aussi au fait que la France insoumise puisse se poser ces questions-là. Et qui était en fait un des élus à la ville de Saint-Denis, qui était dans la majorité, mais la minorité de la majorité. Voilà. Donc c'est ce qui est devenu par la suite la FI de Saint-Denis.
Du coup, on avait des liens avec lui. En parallèle, on a toujours gardé notre autonomie, en fait. Donc, dans les discours, on a toujours... En fait, c'est toujours une manière d'articuler les choses. Nous, on sait ce qu'on veut dire. Maintenant, des fois, il faut faire avec. Et qu'est-ce que ça veut dire faire avec ? Ça veut dire voir les zones dans lesquelles on va pouvoir passer sous le radar, en fait, et pas se faire retoquer. Et des fois, et voilà. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a assez peu d'injonctions très fortes à tenir discours A ou discours B, en fait, parce qu'en fait le fait d'avoir une Pride des banlieues dans le territoire, symboliquement, en tant que gens affichés de gauche, ils sont contents, en fait. Ils sont contents, et donc du coup ils vont pas forcément effectivement nous taper trop fort dessus, parce qu'ils savent que si demain nous on les attaque, et derrière en fait il y a un rapport de force aussi. Si demain nous on les attaque, puis dans les mêmes vous récupérez, c'est-à-dire genre en mode vous récupérez pour en faire un argument on leur électoral dit, ou quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais, on leur dit voilà cette mairie, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et ils sont pas contents, quoi. Et il y a des gens qui vont pas voter pour eux à cause de ça. Voilà. Après c'est vrai que nous c'est toujours ça. C'est comment on se faufile dans les interstices de l'État pour pouvoir tenir nos discours. Et voilà, donc il faut le faire en bonne intelligence. Merci d'être venu discuter avec nous, en tout cas. J'espère que ça aura donné envie à d'autres gens de discuter avec vous de ces sujets-là. Non, et puis même de mettre en pause l'excitation du débat et de revenir à une capacité d'observer cet objet politique avec un peu plus de froideur et de neutralité, quoi. Ouais, complètement. C'était cool de pouvoir. Merci pour l'invitation. Et c'était cool de pouvoir un peu aussi avoir un espace pour clarifier aussi nos positions. Et voilà, parce que Twitter, c'est Twitter, quoi, aussi. Hein. Et puis quand on se retrouve avec des humains, en général, c'est plus intéressant. Ouais. En fait, les gens sur Twitter, c'est pas des humains. C'est ça. Mais je refuse de le croire. Vous vous ensauvagez vous-même, vous vous déshumanisez. Mais oui, moi je trouve que en fait, moi c'est ça que. L'ensauvagement des tweets aussi. C'est ça qui me dérange dans le débat, c'est qu'en fait, je trouve que on arrive. En fait, tu as vraiment le cas de gens que moi j'aime bien par ailleurs, qui sur cette question-là ont eu tellement d'injonctions à changer de discours sur la question LGBT, ont eu tellement d'injonctions de mauvaise foi sur le sujet, qu'il y a devenu une impossibilité de parler de ce sujet et de un peu peut-être se remettre en question et d'avoir une discussion un petit peu plus, tu vois, un peu de pouvoir en parler un peu différemment, d'essayer de trouver des interstices, soit de se rejoindre ou même d'acter des désaccords qui sont pas si graves, et que là ça prend des proportions où tu vois, t'as vraiment un truc, un cerveau grignoté par les positions les plus caricaturales possibles, qui fait que les gens n'écoutent plus. Tu vois, enfin vraiment, moi je trouve le message en mode la Pride des banlieues, vous voulez choquer les hétéros, parce que j'ai posé la question, c'est devenu aussi, ils veulent choquer. Mais tu vois, pour moi, c'est le symptôme de ça. Alors que tu as dit la phrase, non, tu m'as répondu à moi qui ai dit ça, nous, ce n'est pas notre objectif. Et ça a bouclé sur ça après. Et tu vois, pour moi, ça, c'est le symptôme de ce truc-là, d'un truc de mauvais soupçon permanent, de radicalisation des avis, d'empoignage, de trucs. Tu vois. Et du coup, on finit par mal penser, quoi. Il y a un truc où les gens s'attaquent sur des positions que les gens n'ont pas vraiment, sur des suppositions de mais en fait, toi, tu dis qu'il y avait quand même pas mal de racisés, les autres qui non, moi j'ai vu des gens, non, je pense, j'y crois pas, il y avait pas tant de noirs et d'arabes que ça. Après, c'est des trucs, c'est vraiment des accusations que personne ne peut prouver qu'elles sont vraies ou fausses. De pareil, enfin, tu vois, genre qu'à un moment donné, pifomètre et de la projection. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le truc, c'est que toi, à chaque fois que on t'a parlé de ça, tu as recentré sur nos revendications, et nous, en fait, tout ce que vous avez à offrir, au moins dont on est sûr, c'est ça, quoi. Parler de revendications politiques claires, et voilà ce qu'on a à offrir au truc, ce qui me paraît quand même être une base de discussion beaucoup plus saine que des suspicions de civilisationnisme et de tu vois, genre ça pourrait permettre d'avoir une discussion qui s'ouvrirait sans dire que les gens vont être d'accord, mais sur des bases plus saines, quoi. J'aimerais bien. Après, je suis le premier à semer, à m'énerver, vous inquiétez pas, on se comprend. mais bref, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, mais petit mot de la fin encore. Je fais mon travail de militant. Le 13 septembre, allez voir. En vrai, j'en ai parlé peut-être un peu vite, mais en vrai, ça va être très cool comme moment. Je pense que ça va être un moment de rassemblement, ça va être un moment politique, ça va être un moment aussi d'expression
Ça passe aussi par là, aussi parfois la politique, par l'art, notamment dans les cultures LGBT. C'est aussi, ça va être un espace pour décentrer aussi justement la manière de représenter les personnes et les parcours LGBT. Donc cet événement-là, je vous y invite et je crois que c'est à prix libre en plus. Donc soyez nombreuses. Et merci encore pour l'invitation. C'était intéressant. Ça fait plaisir. Allez, salut les gens. Ciao les gens. Allez vous salut la régie. ailleurs. Ouais. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.